Bonjour, 7e cours de culture scientifique, 3e partie, une histoire de l'électricité et aujourd'hui les ondes électromagnétiques et les télécommunications. Donc le cours précédent s'est arrêté à la prédiction par James Clerk Maxwell de l'existence des ondes électromagnétiques. Donc maintenant, la découverte expérimentale des ondes électromagnétiques. Donc cette expérience est attribuée à Hendrik Hertz, 1857-1894, un homme aussi qui a vécu très peu de temps, une trentaine d'années, 37 ans. Donc on est en 1887, il fait une expérience assez étonnante, une bobine d'induction et ici deux sphères de cuivre. Donc ils vont pouvoir provoquer une énorme tension entre ces deux petites boules qu'on appelle le résonateur. Vous voyez ici, là il y aura une étincelle. Cette étincelle va provoquer la diffusion des ondes électromagnétiques dans l'air. Et ici, ces ondes électromagnétiques, au niveau de l'éclateur, vont provoquer, par phénomène d'induction électromagnétique, une étincelle ici. Donc on a le résonateur et l'éclateur. Donc voilà, la présence des ondes électromagnétiques dans l'air est prouvée. Donc avec ici la longueur d'onde, ici la fréquence. Et plus la fréquence est élevée, E est égal à H nu, nu la fréquence en Hertz, H la constante de Planck, l'énergie en joule est importante. On voit que les rayons gamma, X est dangereux, ultraviolet. Et le visible, 0,408 micromètres en longueur d'onde. Et les ondes radio, voilà, des petites longueurs d'onde. Des grandes longueurs d'onde, pardon, des petites fréquences. Donc voilà, on revoit résumé ici, donc le visible, les ondes radio, la grande longueur d'onde, et dans l'autre sens, ça serait bien sûr les faibles fréquences. Voilà. Un petit film qui prouve, pour nous montrer cette belle expérience qu'a fait Hertz. Et comment mesurer la vitesse de la lumière au cours du temps? La lumière est bien sûr une onde électromagnétique. Une illustration, c'est la Terre, entre la Terre et la Lune. Voilà la durée de voyage de la lumière entre la Terre et la Lune, donc ça va très très vite. Galilée va être capable de mesurer cette vitesse de la lumière, mais de manière très... c'est pas de mesurer, excusez-moi, il va être capable d'illustrer le fait que probablement que la vitesse de la lumière est finie, elle n'est pas infinie. C'est ça l'apport de Galilée. Alors avec ces deux hommes, on a déjà rencontré dans un des cours cette expérience entre les deux hommes sur deux collines en Toscane, qui tient une lampe avec un obturateur, l'autre à 1,5 km. Pourquoi? La lumière va vers le premier... du premier au deuxième observateur. Le deuxième observateur ouvre aussi l'obturateur de sa lampe et lorsque le premier voit la lumière lui arriver, eh bien, il coupe son chronomètre qu'il n'a pas. C'est probablement avec le pouls qu'on mesurait la durée du voyage de la vitesse sur 3 km, mais regardez à 300 000 km par seconde, ça fait 0,01 milliseconde, donc c'était pratiquement impossible de comprendre, de mesurer ce genre de choses. Par contre, Galilée nous laisse cette idée que la vitesse de la lumière est finie. Petit film qui illustre ce fait-là, Ole Rømer, qui est celui à travers une très très belle observation sur les orbites de Io, un satellite de Jupiter. Il est capable d'évaluer probablement la vitesse de la lumière. On ne sait pas trop s'il nous a laissé une mesure. Bon, voilà. Petit film pour illustrer. Et enfin, donc au 19e, des gens vont mesurer très précisément la vitesse de la lumière. Léon Foucault, le français, qui va faire une manip extrêmement sophistiquée avec laquelle il nous laisse 298 000 km par seconde, très proche de ce que l'on sait aujourd'hui. Donc petit film pour illustrer cette mesure. Aujourd'hui, on mesure très précisément la fréquence et la longueur d'onde d'une onde électroélectrique, on en déduit la vitesse de la lumière, donc voilà, la précision de 188 000, c'est très très proche de 300 000. Voilà. En effet, en 1897, J.J. Thomson découvre la véritable nature de l'électricité, enfin, en découvrant l'électron. Donc à la fin du 19e, enfin, J.J. Thomson nous laisse cette découverte de l'électron. Donc comme j'en avais parlé dans le cours précédent, J.J. Thomson va être un des directeurs du Cavendish Laboratory, après Maxwell, après Cavendish, qui je crois était un noble anglais, un homme puissant. L'étude des rayonnements parlait des charges électriques dans les gaz à l'intérieur des tubes à vide, l'ancêtre de la télévision à tube. Voilà une ampoule cathodique, anode cathode, le vide, entre les deux électrodes, eh bien, on va pouvoir faire circuler quelque chose qui est un courant. Les électrons vont se promener, donc le tube de Crookes. Donc un petit film qui nous illustre ce faisceau-là qui passe et qui est un faisceau d'électrons. L'étude des rayonnements et des charges électriques dans les gaz à l'intérieur aboutit à la découverte de l'électron en 1897 par J.J. Thomson. Donc, il travaille sur ces tubes de Crookes et il va être capable de voir que c'est l'électron qui circule à l'intérieur. C'est une très très belle manipulation. En parallèle avec l'expérience de la feuille d'or de Rutherford, dans la découverte du noyau de l'atome et du proton, donc Rutherford, c'est aussi un prix Nobel bien sûr, un des premiers prix Nobel,
Les premiers prix Nobel, c'est 1901, 1903, Marie Curie. Et donc, eux, ils sont tout de suite derrière, en physique et en chimie. Donc, on voit cette belle manipulation de ces particules alpha qui vont frapper une feuille d'or et qui vont être diffusées ou qui vont franchir. Enfin, c'est très intéressant, cette manipulation. Donc, les particules alpha, c'est un noyau d'hélium, 2 protons et 2 neutrons, Z égale 2, A égale 4. L'atome d'or, lui, par contre, c'est Z égale 79. Il y a beaucoup de protons. Le Rutherford observe le rebondissement des particules alpha légères envoyées comme projectiles sur les atomes lourds d'une mince feuille d'or. Donc, étant donné le rapport des masses, A égale 4 contre A égale 197, la particule alpha qui rebondit ne perd qu'une toute petite partie de son énergie qu'elle communique au noyau d'or, ce qui lui permet de ressortir de la feuille d'or avec un noyau beaucoup plus léger comme l'oxygène, A égale 16. La particule alpha perd la plupart de son énergie au profit de l'atome d'oxygène propulsé vers l'avant. Rutherford étudie le phénomène pendant une année et trouve l'explication. La charge positive des atomes se trouve dans un noyau massif et compact. Ce noyau concentre presque toute la masse de l'atome, mais n'occupe qu'une centaine de millionième de son volume. L'atome est vide, quasiment à 100%. Ça veut dire ça. Voilà, donc fin de cette histoire de l'électricité qui nous a amené à cette découverte de l'électron, du proton. Le neutron, ce sera les années 1930, autour de l'atome, les noyaux de l'atome. Deuxième partie, les applications de l'électricité à la fin du 19e siècle. Donc, ces applications, c'est principalement ce que nous connaissons, bien sûr, l'éclairage qui a changé notre mode de vie, les machines électriques sur la production de l'énergie, et la radio et le téléphone, les moyens de télécommunication. Donc les principaux personnages, bien sûr, Marconi, Bell, Graham Bell, les Bell Laboratories, ATT, Thomas Edison, bien sûr, General Electric, toujours là, l'ampoule, c'est très célèbre, 1878, et Nikola Tesla, a déposé les brevets pour le moteur asynchrone et le transport d'énergie électrique par courant polyphasé, le triphasé. C'est quand même à lui que l'on doit ça. Marconi, c'est le seul de la bande, je crois, qui aura un prix Nobel. Alors que bon, il va réunir les morceaux pour fabriquer une radio, si j'ai bien compris. C'est un élément, bien sûr, c'est un personnage important, mais qui a peut-être été assez généreusement doté du prix Nobel. Le téléphone, donc les deux personnages d'exception pour les deux grandes entreprises qui existent encore, General Electric et ATT, Thomas Edison, Graham Bell, autour de 1900. Donc c'est des entreprises qui ont été créées à la fin du 19e. Le téléphone, mais avant le téléphone, il y avait le télégraphe, le français Claude Chappe. Alors le système est composé d'une tour de Chappe, du nom de ce personnage, équipé de bras mobiles en bois dont la position indique des lettres alphabétiques. C'était donc la fin du 18e, début 19e. Le télégraphe de Morse en 1844, première liaison télégraphique entre Washington et Philadelphie. On a tous vu ce système avec des points et des traits, donc de Morse qui code encore là les lettres. Retour vers le téléphone. Donc le téléphone, qui a inventé le téléphone? C'est une polémique. Et en 1861, on voit l'Allemand Philipp Reis franchit un pas de géant transmettant à distance à l'aide de l'électricité des sons musicaux. Sa machine, qu'il nomme téléphone, se compose d'un transmetteur à diaphragme muni d'une mince membrane à laquelle se raccorde un fil de platine, lui-même relié à une tête de platine réglable. Une simple aiguille à tricoter enroulée sur un socle de résonance en bois sert de récepteur et fait office d'électroaimant. Dès 1864, l'inventeur est persuadé que son matériel pourra transmettre la parole humaine. Et donc Graham Bell, 1876, création de la compagnie Bell, c'est très célèbre. Donc on le voit Graham Bell parlant au téléphone en 1876. Émetteur et récepteur comportent un mince diaphragme fait de tissu et de métal, ainsi qu'un aimant permanent en fer à cheval, entouré d'un bobinage en fil de fer, constituant ainsi une bobine d'induction. En frappant le diaphragme, les ondes sonores le font vibrer dans le champ de l'aimant. Ces vibrations génèrent alors dans la bobine un courant électrique proportionnel aux oscillations du diaphragme. Le courant se propage le long d'un câble jusqu'à la station réceptrice, où il modifie l'intensité du champ magnétique de l'écouteur. Ces variations d'intensité provoquent alors toute la vibration du diaphragme, reproduisant ainsi le son d'origine. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Présentation de l'invention de Graham Bell à l'empereur du Brésil lors de l'exposition du premier centenaire des États-Unis à Philadelphie en 1876. Il y a toute une histoire autour de l'électricité du téléphone. C'est par exemple Elisha Gray, qui est un concurrent malheureux qu'on a un peu oublié, mais qui était aussi un des précurseurs de ce téléphone. Donc, une imitation réussie partout dans le monde. Le système d'ATT, c'était un laboratoire de recherche. Les Bell Labs ont disparu dans les années, je crois, rachetés par une grande entreprise française, il me semble Alstom, et qui a périclité. C'était une pépinière de prix Nobel autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est impressionnant ce qui est sorti de ces laboratoires. Et un système de production, la Western Electric. Ça s'appelait le Bell System, beaucoup inventé par des grands groupes américains. Peu en Europe. En France, peu. Pas de système de recherche intégré dans une grande entreprise. L'université était le centre de la recherche en France et les entreprises, ce qui a provoqué ce manque de dialogue entre les deux en France. C'est un peu le sujet de mon travail de recherche sur l'histoire de l'automatique.
Les multiples inventions d'Edison, donc 1200 brevets, hein, le téléphone, l'ampoule électrique, l'éclairage public et la mise en place du laboratoire de recherche et développement. Il imite Graham Bell, bien sûr. Hein. Donc Thomas Edison, c'est un homme incroyable. Hein, donc là, il a vécu à moitié sur le 19e et le 20e. Il commence sa vie comme un enfant de la pauvreté. Hein. Il vend des légumes, il vend des journaux dans les trains. Donc des débuts difficiles. Le téléphone d'Edison en 1878, donc il a une trentaine d'années, hein, pour la Western Union, donc qui perd son procès face à la compagnie Bell. Donc c'est toute une histoire. La Western Union était plutôt dans le télégraphe, elle a basculé dans le téléphone, mais elle va accuser la compagnie Bell de Graham, qui est une toute petite compagnie, d'avoir copié, mais finalement elle va perdre. Et finalement, au moment où la Western Union avait fait une proposition de rachat, je crois, à Bell, et Bell avait refusé, mais qui était une toute petite compagnie, ben c'est Bell, dans les années suivantes, qui va racheter la Western Union. Donc ça allait très vite hein, aux États-Unis, entre le télégraphe et le téléphone. Donc voilà le principe hein, du microphone et de l'écouteur, on le voit bien, quoi, hein, c'est fait électromagnétique, hein, d'induction électromagnétique. Donc formidable inventeur, l'ampoule, hein, le téléphone, l'électrification d'un quartier de New York, la maison coule en béton, la dynamo pour le tramway, la caméra, c'est incroyable, le phonographe, bon, cet homme est incroyable. De l'ampoule au réseau électrique, en continu, on n'est pas d'alternative, on verra la polémique avec Nikola Tesla, et donc avec son propre générateur, Graham, on verra, a inventé la première génératrice industrielle à courant continu en 1870 à Paris, mais c'est les Américains qui vont l'utiliser. Donc la méthode Edison, un travailleur forcené, l'expérimentation systématique, la puissance du raisonnement analogique, hein, l'analogie, l'approche globale des systèmes, la recherche de solutions simples, un financement solide, une équipe de collaborateurs triés sur le volet. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc il faut d'abord travailler, quoi. Menlo Park, le célèbre laboratoire où était implanté le célèbre laboratoire de Thomas Edison, un premier laboratoire de recherche et développement installé en 1876. Donc vous voyez, les Bell Labs hein, et à Menlo Park, c'est une concurrence. Donc l'incroyable inventeur, petit film. Les premières machines électriques, donc la machine d'Hippolyte Pixii, réalisée à Paris en 1832, le premier alternateur, génératrice de courant alternatif. Hein. Donc l'alternateur, ça va produire une tension et un courant alternatif. Donc utilisant le phénomène d'induction, elle peut être considérée comme la première machine magnétoélectrique ou comme la première génératrice à courant alternatif, donc alternateur. Un aimant U tourne devant une paire de bobines et engendre un courant alternatif par phénomène d'induction. Actuellement, donc la théorie, un alternateur ou génératrice synchrone à courant alternatif triphasé, un aimant tourne devant 3 bobines déphasées de 120 degrés et induit des tensions et des courants alternatifs triphasés dans les 3 bobines. Même vitesse du rotor et du champ magnétique, c'est synchrone. Petit film hein, sur cette tension et ce courant alternatif. Maintenant, on voit en continu, hein, Graham, toujours, donc on est en France, hein, c'est étonnant, hein, comme la France a été à l'origine du transformateur, vous verrez après, hein, invente la première génératrice industrielle à courant continu en 1870, donc c'est Graham. Actuellement, la machine à courant continu, donc comment ça marche? Ben, c'est en continu, hein. Donc voilà, il y a 2 aimants qui vont provoquer le passage d'un courant dans une bobine. Un aimant nord-sud. Et Gollard, qui invente le transformateur qui va être déterminant pour l'usage de la tension courant alternatif, 1884, mais qui ne peut fonctionner, bien sûr, qu'en courant tension alternative sinusoïdale. Premier transformateur est imparfait, le circuit magnétique est ouvert, donc il y a beaucoup de lignes de champ qui s'en vont dans l'air, transfert d'énergie du primaire au secondaire est médiocre. Gollard met au point le transformateur à circuit magnétique fermé en 1886. Actuellement, le transformateur monophasé donc, permet d'augmenter ou de diminuer la valeur efficace de la tension alternative par simplement un rapport de transformation entre la tension secondaire et la tension primaire qui est lié au nombre de spires. Donc c'est ce qui va être déterminant pour l'énergie alternative sinusoïdale. Donc Nikola Tesla, c'est le grand partisan du courant alternatif face à Thomas Edison qui ne pensait pas que c'était intéressant. Donc c'est le promoteur du courant continu. Et le non moins incroyable Nikola, promoteur du courant alternatif. L'intérêt du transformateur pour augmenter ou diminuer la valeur efficace de la tension alternative est de pouvoir transporter l'énergie électrique sous haute tension pour limiter les pertes dans les lignes. Et oui, il n'y a pas l'équivalent du transformateur pour les grandeurs alternatives sinusoïdales en continu. Donc, Thomas Edison se heurte à ce problème du transport avec beaucoup de pertes en ligne lorsque vous ne transportez pas en haute tension. Jean Echnoz a écrit un très beau roman sur Nikola Tesla, Des éclairs. Donc l'affrontement entre Thomas Edison et Nikola Tesla, donc le courant alternatif et ses partisans. Nikola Tesla rencontre un homme très riche, hein, George Westinghouse, la grande entreprise Westinghouse, et ce monsieur s'intéresse au brevet de Nikola Tesla. Donc il va financer les travaux de Nikola Tesla, mais il y aura un échange de brevets entre tous les deux.
Le problème de cette énergie qui est transportée par courant de tension alternative, c'est qu'il n'y a pas de moteur à courant alternatif. Donc, Nikola Tesla va inventer le moteur asynchrone à courant alternatif à Paris en 1883. La pièce manquante pour utiliser le courant alternatif sinusoïdal. Donc actuellement, le moteur asynchrone à courant alternatif triphasé, c'est un champ magnétique tournant fabriqué par 3 bobines déphasées de 120 degrés, entraîne en rotation une partie métallique qui ne tourne pas à la vitesse du champ magnétique, donc la notion de glissement. Là, c'est ce qu'on appelle la cage d'écureuil qu'on met au centre d'un champ magnétique tournant, il essaie ce cœur-là, cette partie métallique essaie de courir après le champ magnétique sans jamais le rattraper, puisque s'il bouge, c'est parce qu'il voit un champ magnétique tournant. Donc voilà, il y a tout un principe qui est très très beau, d'ailleurs en physique, je trouve ça très intéressant, entre la machine synchrone et la machine asynchrone. Alors Nikola Tesla a produit un prototype à Paris en 1883. Nikola Tesla et la société Westinghouse imposent le courant alternatif contre Edison, partant du courant continu, pour le transport de l'énergie électrique. On a compris pourquoi à la fin du 19e. En utilisant le transformateur, on peut monter la tension et donc réduire les pertes en ligne. Alors, il y a toute une histoire avec la chaise électrique. Thomas Edison se bat en montrant en montrant les dangers du courant alternatif, puisqu'on l'utilise pour électrocuter les gens, pour les condamner à mort. En 1887, donc, Tesla dépose les brevets pour la machine asynchrone et transport d'énergie électrique par courant, et il le vend à Westinghouse pour $1 million. Alors, c'est le triomphe du courant alternatif sur le courant continu, un petit film qui l'illustre. Mais hélas, Westinghouse fera des mauvaises affaires, donc Nikola Tesla ne pourra pas bénéficier des bénéfices de ce qu'il aurait pu avoir et finira dans la pauvreté, dans un hôtel à New York, un peu seul, devenant un peu fou, tombant amoureux d'un pigeon. Donc voilà, c'est une triste fin, alors que Thomas Edison, lui, termine riche et célèbre. Et les voitures électriques, c'est un petit clin d'œil, c'est vieux. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec l'électricité, et entre autres une voiture à la fin du 19e. Donc c'est pas nouveau, la voiture électrique. L'invention de la radio est la grande arnaque de Guglielmo Marconi, au sens qu'il ne méritait peut-être pas le prix Nobel par rapport aux autres inventeurs, c'est une poly-invention. On voit Branly, qui aura, je ne sais pas, avec Marie Curie, si vous vous souvenez de l'histoire de Marie Curie, c'est lui qui aura la place à l'Académie des sciences. Il est concurrent de Marie Curie. Il le méritait, invention du cohéreur, donc le détecteur d'ondes. Lodge reproduit l'expérience de Hertz en 1894, donc voilà, l'invention de la radio, le travail d'Oliver Lodge. Popov, le russe, qui va inventer l'antenne de réception, et Marconi qui réunit un peu les morceaux et qui crée la radio, donc il y aura le prix Nobel. Voilà, prix Nobel en 1909. Deux petits films. L'arrivée de l'électronique au cours du XXe avec la révolution du transistor. Et oui, le transistor va permettre de réduire l'utilisation de ces lampes, ces fameuses diodes, la lampe, c'était des objets très fragiles. Donc Forrest, il y a une polémique autour de l'invention de la triode, toutes ces lampes, ces tubes électroniques, on disait ces lampes à vide, là, qui étaient très fragiles, très difficiles à utiliser. Et en 1947, le transistor va balayer tout ça et va nous donner l'émergence de l'électronique telle qu'on connaît aujourd'hui, qui permettra ces circuits intégrés, l'ordinateur, etc., tout ce qu'on connaît. Voilà, John Bardeen, prix Nobel 56, on attribue un deuxième prix Nobel, comme Marie Curie en 1972 pour la supraconductivité, Brattain et Shockley. Shockley était un homme assez irascible qui a permis l'essaimage de ses ingénieurs dans la première entreprise qu'il avait créée dans la Silicon Valley, ce qui est devenu la Silicon Valley. On dit que c'est à cause du mauvais caractère de Shockley que la Silicon Valley a existé, c'est un petit clin d'œil aussi. Voilà le premier transistor, c'est une bête assez étrange, et le brevet du premier transistor. Puis les circuits intégrés vont suivre, la miniaturisation, Kilby et Texas Instruments en 1958. Voilà la calculatrice, etc. Off, le premier microprocesseur en 1971 pour Intel, un Martian Off. Du tube au transistor jusqu'au circuit intégré, le caractère de Shockley et la Silicon Valley, un petit film qui nous illustre ça. La Silicon Valley, oui, c'est autour de San Francisco, on entend beaucoup parler pour Apple, ces sièges qui vont des grandes entreprises Palo Alto, là, autour de San Francisco. En route pour l'ordinateur et l'informatique, évidemment. Ce qui va suivre, c'est l'histoire de l'informatique, donc ça sera dans un autre chapitre. En guise de résumé, on voit un petit peu l'évolution des choses. Pendant 2000 ans, donc, il y avait en 1800, c'est bien sûr Alessandro Volta qui va nous permettre de faire circuler un courant dans les fils. André-Marie Ampère qui va nous laisser la théorie, la mathématisation.
Edison, Nikola Tesla, Westinghouse, donc tous ces gens qui vont se battre pour War of Courants, il y a marqué en 1880. Et là, avant, on utilisait plutôt le courant continu. Maintenant, après l'idée de Nikola Tesla, ben évidemment, c'est l'âge du courant alternatif, hein, au cours du 20e, début du 21e. Et aujourd'hui, ben, quel est l'avenir, puisque les cellules photoélectriques produisent du courant continu, donc il faut transformer en courant alternatif. Aujourd'hui, il y a tout un tas de questions autour de l'évolution, hein, on voit là, de l'électronique. Voilà, ben, je vous remercie. Au revoir.